Mes chers amis, je vous salue. Ce mercredi 11 décembre 2024, j'ai choisi, après cette introduction qui vous met en appétit, j'ai choisi de vous proposer un exercice traditionnel de votre serviteur. C'est un exercice de lecture. Nous allons lire ensemble quelques extraits de ce livre que je recommande à tous ceux qui peuvent se le procurer en l'achetant sur les plateformes de commerce sur Internet. Moi, je me le suis fait livrer à la maison en l'achetant via Amazon. Il est arrivé ici tranquillement. Le titre, c'est « Le livre noir de la CIA, 75 ans de secrets inavouables ». L'auteur s'appelle Yvonique de Noël. Et voici la 4e de couverture. Assassinat de dirigeants étrangers, coup d'État, trafic d'armes et de drogue, soutien à des groupes terroristes ou à d'anciens nazis, détention abusive et torture, expérimentation d'armes chimiques. Depuis sa création, la CIA n'a cessé de multiplier les infractions à la loi. Après avoir déclassifié une partie de ses archives, elle a affirmé que les dérapages de la guerre froide étaient aujourd'hui révolus. Cet ouvrage montre qu'il n'en est rien. Il dresse un bilan aussi exhaustif que possible des méthodes douteuses de l'agence, des origines à nos jours. Il reproduit les archives permettant d'approcher la vérité. Témoignages d'acteurs directs, mémos confidentiels, rapports de commission d'enquête. On trouve ici de nombreuses anecdotes inédites sur des épisodes que l'on croit connaître, comme l'assassinat d'Allende au Chili, les tentatives de meurtre contre Fidel Castro, mais aussi des révélations sur les activités plus ou moins à droite de la CIA en France. On apprend le rôle exact de l'agence dans les trafics de drogue, la finance internationale, l'essor d'Al-Qaïda ou la lutte contre Daesh. Enfin, cette édition mise à jour revient sur le passé récent du renseignement américain sous la présidence de Donald Trump et les nouvelles incertitudes qui planent sur l'avenir de l'agence. Historien et spécialiste du renseignement, Yvonique de Noël a publié chez Nouveau Monde, édition, il a publié Guerre secrète au Moyen-Orient en 2009 et Mémoire d'espions en guerre en 2018, mais aussi, et il a aussi publié Les espions du Vatican en 2021. Voilà pour le livre et sa 4e de couverture. Maintenant, je voudrais vous dire pourquoi je voudrais vous lire quelques extraits de ce livre. Parce que nous assistons à une grande actualité qui, comme je l'ai dit, est un tableau de classe pour le peuple africain. C'est l'actualité du Moyen-Orient, l'actualité en Syrie. L'autocrate de Syrie, Bachar el-Assad, bel et bien dictateur, il n'y a aucun doute là-dessus, a été renversé. Après une décennie de lutte, il a été renversé par les groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Et désormais, c'est M. Al-Joulani, grand terroriste d'Al-Qaïda, qui était recherché avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. C'est désormais M. Al-Joulani qui est l'homme fort de Damas. Or, nous autres analystes politiques avons été frappés par le comportement des grands médias occidentaux, français, américains, européens en général, face à cette actualité. On a d'une part des groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui prennent le pouvoir à Damas. Et c'est une évidence scientifique. Aucun journal occidental n'est capable de nier que ce sont les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas, en Syrie. Mais on a, paradoxalement, une ligne éditoriale qui va de l'Amérique jusqu'à l'Europe, et même jusqu'en Israël, et qui essaye de présenter les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie comme étant des gens qui ont changé. Des gens qui se seraient convertis du jour au lendemain à la démocratie, au respect des droits de l'homme, les fameux éléments du chantage traditionnel, de l'idéologie propagandiste impérialiste occidentale. On nous présente les terroristes d'Al-Qaïda qui étaient recherchés par les États-Unis, qui étaient recherchés par l'OTAN,
qui étaient recherchés par la CIA avec une prime de 10 millions de dollars sur chacune de leurs têtes, on nous les présente comme des gens qui se sont rasés la barbe, des gens qui sont devenus tout d'un coup gentils, et de nombreux dirigeants occidentaux se présentent à la télévision pour saluer l'avènement de la liberté, pour saluer la victoire, la fin de la barbarie, le soleil nouveau qui se lève sur Damas. J'ai regardé ce phénomène et je me suis dit, nous avons une occasion extraordinaire d'éduquer le peuple africain à travers le tableau syrien. Les événements syriens sont un tableau de classe pour que les Africains sachent à qui ils ont affaire en Afrique. Mais pour comprendre comment le régime de Bachar el-Assad est tombé, il faut connaître les méthodes de ceux qui soutiennent précisément les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas. De manière incontestable, les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas sont soutenus par les grandes puissances occidentales, puisque les grandes puissances occidentales avaient décidé depuis très longtemps la chute du régime de Bachar el-Assad. Et pourquoi les grandes puissances occidentales ont-elles décidé que le régime de Bachar el-Assad devait tomber? Parce que Bachar el-Assad a refusé de brader les richesses en pétrole et en gaz de son pays aux grandes puissances occidentales. Les raisons pour lesquelles on a renversé Saddam Hussein, les raisons pour lesquelles on a renversé Kadhafi, les raisons pour lesquelles on est en train de déstabiliser l'Afrique en général et le Sahel en particulier, les raisons pour lesquelles on déstabilise la République démocratique du Congo sont exactement celles pour lesquelles on chasse Bachar el-Assad du pouvoir en Syrie. Si les grandes puissances occidentales étaient réellement amoureuses de la démocratie et voulaient l'imposer dans le monde, elles auraient commencé par l'imposer à leurs principaux alliés, que sont les puissances du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, tous ces pays qui sont les grands alliés de l'OTAN auraient été forcés à se démocratiser si la préoccupation démocratique était l'axe de la politique internationale de l'Occident. Deuxièmement, si l'Occident était profondément attaché au paradigme politique démocratique, il n'y aurait pas ici en Occident, en Europe, 12 monarchies qu'on appelle monarchies constitutionnelles, parce que ce sont des régimes qui sont un mixte du principe héréditaire et du principe démocratique. Le Royaume-Uni, avec le roi Charles, n'existerait plus si le principe démocratique était vraiment, absolument et entièrement un principe adopté par l'Occident. Le royaume de Norvège n'existerait plus. Le royaume du Danemark n'existerait plus. Le duché du Luxembourg n'existerait plus. La principauté de Monaco n'existerait plus. Le royaume d'Espagne n'existerait plus. Le royaume de Belgique n'existerait plus. Le royaume des Pays-Bas n'existerait plus. Le royaume de Suède n'existerait plus. La principauté de Liechtenstein n'existerait plus. Voilà déjà deux cas où des pays qui sont étroitement liés aux grandes puissances occidentales et qui sont même des pays occidentaux ne pratiquent pas complètement le principe démocratique. Oui, il y a 12 rois en Europe. Et ils reçoivent le pouvoir par la voie héréditaire. 12, ils sont 12 ici en Europe. Et certains de ces rois sont des rois de pays qui sont membres de l'OTAN. Et qui prétendent prêcher la démocratie dans le monde. Oui, on doit poser la question au roi des Belges. On peut poser cette question au roi d'Angleterre. On peut poser cette question au roi du Danemark. Êtes-vous vraiment sérieux quand vous prétendez faire partie d'une coalition qui prêche la démocratie dans le monde, alors que vous n'êtes pas élu? On peut poser à toute la coalition politique occidentale la question suivante. Êtes-vous vraiment sérieux lorsque vous prétendez prêcher la démocratie dans le monde, alors que vos principaux alliés au Moyen-Orient
l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman, hein, etc., ne sont pas des démocraties. Pour formuler cette question en langue africaine ordinaire, mais est-ce que vous prenez les Africains pour des mougous, des boubazos? Vous prenez les Africains pour des Mbutuku? Vous prenez les Africains pour des Dunguru? Vous prenez les Africains pour des Kengematoy? Vous prenez les Africains pour des Nyata? Vous gaoutisez les Africains en prétendant que votre politique africaine est mue par les nobles valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Vous prétendez en réalité que les Africains n'ont pas la connaissance de la réalité des régimes qui constituent l'Occident, d'une part, et d'autre part des régimes qui sont les alliés profonds de la grande coalition occidentale de l'OTAN. Or, les Africains le savent. Au marché de Douala, Nouvelle actuellement, ceux qui m'écoutent savent qu'il y a 12 monarchies en Europe. 12 rois. Et ils ne sont pas élus. À l'instant, là, ceux qui m'écoutent à Poto, à Brazzaville, ils savent qu'il y a 12 rois ici en Europe. Et ils ne sont pas élus. Ceux qui m'écoutent à Badalabougou, à Bamako, ils savent qu'il y a 12 rois en Europe. Et que la grande coalition européenne soutient des monarchies du Moyen-Orient où il n'y a pas de démocratie. Ils savent que l'Arabie Saoudite, là, ce n'est pas une démocratie. Le Qatar, ce n'est pas une démocratie. Les Émirats Arabes Unis, ce n'est pas une démocratie. Le Bahreïn, ce n'est pas une démocratie. Le Sultanat d'Oman, Wallahi, ce n'est pas une démocratie. Mais tous ces gens-là sont les principaux alliés des pays de l'OTAN. Si vous tenez tant à la démocratie, pourquoi vous ne commencez pas par détrôner les 12 rois d'Europe? Si vous tenez tant à la démocratie, pourquoi vous ne commencez pas par démocratiser vos principaux amis au Moyen-Orient? Si vous tenez tant à la démocratie, mais pourquoi vous n'acceptez pas qu'on juge les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité que vous avez commis, puisque vous prétendez être les grands défenseurs mondiaux des droits de l'homme? Peut-on punir des puissances dans ce monde pour mépris des droits de l'homme en ne punissant pas la puissance qui a lancé 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, massacrant des centaines de milliers d'êtres humains innocents? Peut-on parler de Cour pénale internationale au sens véritable du terme si on ne peut pas y juger les citoyens occidentaux? Est-ce que c'est une Cour pénale internationale? Peut-on parler de Cour pénale internationale lorsque le criminel Benjamin Netanyahou, qui vient de massacrer plus de 50 000 Palestiniens, sous nos yeux, nous tous on a vu, Netanyahou massacrer plus de 50 000 Palestiniens. Netanyahou est l'objet d'un mandat d'arrêt international, de la Cour pénale internationale. Mais pourtant, le président français lui a garanti l'immunité. L'immunité. Le même qui demande que moi, on me condamne à Rouen. Parce que les Africains m'ont aidé là. Parce que les Africains m'ont aidé à traverser sa persécution. Le même dit que si le criminel Benjamin Netanyahou vient en France, on ne l'arrêtera pas. Parce que ce qu'il a fait là en Palestine ne mérite pas qu'on l'arrête. Et c'est pour ça que Guy Marius Sagna a dit au président Macron, mais vous ne pouvez pas venir à Dakar pleurer les près de 400 soldats africains massacrés par l'armée française, si vous n'êtes même pas capable de condamner ce qui s'est passé sous nos propres yeux. Le massacre de plus de 50 000 Palestiniens par Israël sous la gouvernance de Bibi Netanyahou. Vous voyez, Netanyahou a l'immunité. Il a tué plus de 50 000 êtres humains. Mais moi, qui n'ai rien fait, qui n'ai pas détourné un denier d'argent public français, qui n'ai volé l'argent de personne, M. Macron instrumentalise une substitut du procureur à Rouen pour me menacer de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de m'arracher 31 000 € d'amende. Je rappelle que les Africains s'étaient cotisés, ils m'ont donné 34 000 €.
M. Macron demande à une substitut de procureur de dire qu'on doit arracher 31 000 euros de ce que les Africains m'ont donné. Alors que lui, il m'avait privé de 3 mois de salaire, soit environ 14 000 euros. Les Africains m'aident à faire face à la persécution. Macron dit à un substitut du procureur, allez arracher à Niamsi l'argent que les Africains lui ont donné et mettez-le dans les caisses de l'État français. Mais Benjamin Netanyahou, qui vient de tuer plus de 50 000 Palestiniens, laissez-le passer. Moi, je vous pose la question. Mais comment peut-on penser que les Africains de ce temps ne sont pas au courant de toutes ces contradictions? Comment peut-on croire que les Africains ne sont pas au courant de toutes ces contradictions et que les Africains ne se rendent pas compte du discrédit politique de l'Occident? Nous avons tellement d'exemples. Donc, pour comprendre ce qui s'est passé en Syrie, je reviens à ça. Je me suis dit, mais il faut que je fasse quelques lectures aux Africains. Et notamment, le meilleur livre que j'ai trouvé dans la maison ici, c'est ce livre de Yvonique de Noël. Alors, pourquoi ce livre est-il le meilleur que j'ai pu trouver? Parce que dans ce livre, on va voir des opérations de déstabilisation qui ont été montées par la CIA dans le passé. Je vais prendre la déstabilisation en Iran. Je vais prendre la déstabilisation au Guatemala. Je vais prendre la déstabilisation au Congo par la CIA. Quand je vais vous lire ces extraits, vous allez comprendre ce qui est arrivé à Bachar el-Assad. Et vous allez comprendre la menace qui pèse sur l'Alliance des États du Sahel et sur toute l'Afrique. Rien qu'à travers ces extraits. Et vous allez parfaitement reconnaître les méthodes qui ont été utilisées pour faire tomber Bachar el-Assad. D'abord, le monde entier sait que les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas sont soutenus par la coalition occidentale, n'est-ce pas? Ils ont été applaudis par cette coalition, n'est-ce pas? À peine ont-ils pris le pouvoir à Damas que l'État d'Israël est en train de détruire la quasi-totalité de l'État syrien. Le nombre de bombardements d'Israël sur la Syrie est passé à plus de 300. 300 bombardements. C'est-à-dire que les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas ont pris le pouvoir pour que la Syrie soit offerte en pâture à Israël. Parce que l'augmentation exponentielle du nombre de bombardements israéliens sur la Syrie correspond précisément au moment de la chute de Bachar el-Assad. C'est-à-dire que le régime de Bachar el-Assad essayait de sauver l'État syrien. On a envoyé des terroristes renverser Bachar el-Assad pour que l'État syrien soit décapité. C'est exactement ce qui a été fait contre Saddam Hussein. C'est exactement ce qui a été fait contre Muammar el-Kadhafi. C'est exactement ce qui a été fait contre Bachar el-Assad. On envoie des terroristes, ils décapitent l'État, ils détruisent l'État, et derrière, on vient voler le pétrole, le gaz, et tout ce qu'on peut trouver dans le pays. Vous connaissez le modèle. Mais pour que vous connaissiez le modèle, il faut que vous vous rendiez compte que la principale organisation qui est derrière ce modèle a déclassifié ses propres documents. Alors, ce livre, il est intéressant. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Quand moi, je viens devant vous parler d'un sujet, c'est que j'ai pris toutes les précautions. Vous savez, ce livre-ci, il a été écrit en s'appuyant sur, essentiellement, les archives de la CIA. Parce que les États-Unis ont une tradition d'état de droit, une tradition démocratique, qui ordonne, après une certaine période, que tous les documents de certaines agences de l'État soient déclassifiés, c'est-à-dire accessibles au public. Vous comprenez? Et par conséquent, après une certaine période d'exercice, toutes les institutions américaines se retrouvent à nu. Après 30, 40, 50 ans, on déclassifie. Et donc, on publie toutes les archives des institutions en question, ce qui permet aux journalistes, aux historiens, aux citoyens américains lambda d'accéder aux informations officielles. Ce qui est dit dans ce livre ne se base pas sur les propos de la Russie. Ça ne se base pas sur les propos européens. Ça ne se base même pas sur des propos africains, ni asiatiques. Tout ce qui est dit sur ce livre est basé sur les archives déclassifiées de la CIA. Je vous lis ici les principales archives qui ont permis de rédiger le livre. Là, c'est expliqué ici, à partir de la page 24. De la page 24 à la page 26, l'auteur dit sur quoi il s'est basé. Et chacun des articles est sourcé à la CIA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur la base des révélations de la CIA qu'on apprend les méthodes que la CIA a employées pour déstabiliser
plusieurs pays dans le passé, et cela nous renseigne sur ce qui s'est passé en Syrie. Vous comprenez la méthode? Donc, je suis tranquille quand je vous parle, à partir de ce livre, parce que ce livre n'est rien d'autre que la transcription des archives américaines. Allez, même les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas m'accuser de, je ne sais pas, la haine, l'hostilité. Non, c'est un livre basé sur ce que les autorités américaines ont accepté de publier. Quels sont les éléments? Les archives utilisées dans cette enquête sont de plusieurs origines. 1. Archives de la CIA. Il s'agit en premier lieu de mémos et notes internes de la CIA, couvrant pour l'essentiel les années 1950 à 1970. La majeure partie a été déclassifiée sous la pression d'historiens américains regroupés au sein du National Security Archive Project de l'Université George Washington. Et l'auteur donne le lien. Ce groupe d'historiens mène depuis plusieurs années une véritable guérilla juridique contre la CIA qui permet régulièrement d'obtenir de nouvelles archives. Ces dossiers sont toutefois censurés par la CIA. La plupart des noms et certains éléments opératoires sensibles sont donc noircis. Ils sont de surcroît d'un accès souvent difficile par leur foisonnement, ce qui explique que nous en avons en général retenu de brefs extraits significatifs. Des archives plus récentes et non censurées sont issues de fuites auprès de journalistes d'investigation. Un deuxième groupe d'archives provient du service historique de la CIA, qui produit des rapports de synthèse sur diverses opérations à des fins de formation interne. Elles ne sont pas publiées à l'extérieur avant de longues décennies, mais leur large diffusion au sein de l'agence peut expliquer que certaines se retrouvent finalement aux mains de journalistes. Voilà la première source. Donc, ce que je vous dis là, c'est ce que la CIA a accepté de publier. Je ne vous dis rien que la CIA n'a pas... C'est-à-dire que ce que je vous dis est autorisé par les États-Unis d'Amérique. La grande puissance de l'Occident, c'est elle-même qui a publié. Toutes les 30-40 ans, elle déclassifie. Et c'est comme ça qu'on apprend ce qu'ils ont fait avant. Est-ce que vous comprenez? Deuxième source. Les rapports de commissions d'enquête ou d'investigation menés par des institutions étrangères. Les premières commissions d'enquête sur la CIA datent des années 70. Le rapport de la commission Church 1975 est issu d'une enquête de 14 membres du Congrès, suite au scandale du Watergate, mais dont les investigations se sont étendues aux opérations secrètes de la CIA à l'étranger. La commission Rockefeller est mise en place par le président Gerald Ford suite aux révélations par le journalisme Seymour Hersh, selon lesquelles la CIA avait espionné les activistes américains pendant la guerre du Vietnam. Il y a aussi la commission sénatoriale Brown-Kerry en 1992, qui a enquêté sur la faillite frauduleuse de la banque BCCI. D'autres enquêtes citées ici ont été menées par ou pour le compte de la justice américaine, tel le rapport Ryan sur la protection de Klaus Barbie, vous savez, le nazi qui était protégé par les États-Unis. Parmi les enquêtes étrangères sur les agissements de la CIA, nous en avons retenu deux particulièrement crédibles. Celle du gouvernement néerlandais, gouvernement hollandais, sur les événements de Bosnie dans les années 90 et celle du Conseil de l'Europe sur les prisons clandestines de la CIA en Europe, rédigée par Dick Marty. Donc, vous pouvez être tranquille pour partager cette conférence parce que cette conférence ne vous lit que des extraits de rapports officiellement autorisés, soit par les États-Unis, soit par des pays européens. Il n'y a aucun rapport ici qui a été écrit par des dirigeants russes, par des dirigeants chinois, par des dirigeants africains, même pas par des institutions ou des chercheurs. Tout ce qui est écrit dans ce livre est issu des archives officielles américaines et européennes. Vous comprenez? Et ceci est une application d'une technique dont je vous ai souvent parlé, l'art de manger notre piment dans leur propre bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous avez un livre comme celui-ci, vous avez une mine d'or dans le combat médiatico-politique face à la propagande, à l'idéologie impérialiste occidentale. C'est que vous possédez des informations occidentalement incontestables qui vous permettent de contester les prétentions impérialistes, néocolonialistes, le droit de l'homisme et le démocratisme dont on nous rebat les oreilles. Quand vous avez un ouvrage comme celui-ci, vous êtes serein. Vous êtes serein. N'achetez que des livres qui sont sourcés. N'achetez que des livres qui vous donnent les moyens de prouver ce que vous allez dire. Et moi, j'aime des livres comme celui-ci. Des livres sourcés. Des livres qui me donnent les moyens de prouver ce que je dis. Et voilà pourquoi les Africains m'ont appelé le docteur des preuves. Et m'ont offert ce chapeau.
que vous connaissez, cette casquette que vous connaissez très bien, hein, et que je porte donc maintenant. Hein, le docteur des preuves. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant donc, je vais vous lire quelques extraits. Et n'oubliez pas, tout ça, c'est pour vous aider à comprendre ce qui est arrivé en Syrie. Et tout ça, c'est pour vous aider à comprendre ce qu'on essaye de nous faire en Afrique. Ce qu'on essaye de faire contre le Sahel. Le docteur des preuves est au travail. Vous avez compris? Alors partagez massivement cette émission. Nul n'a le droit de la garder pour lui tout seul. C'est pas possible. Le docteur des preuves est au travail. Doctor Proof na my name. On m'appelle le docteur des preuves. Et ils ont raison. Ceux qui m'ont appelé comme ça. Doctor Proof. On va commencer avec le premier extrait. À partir de maintenant, je vous prête mes yeux pour lire le livre. Tout ce que je dis, je lis le livre. Je vous lis un premier extrait. C'est l'extrait du chapitre 2, intitulé « Quand l'Amérique protégeait des criminels de guerre nazis ». Quand l'Amérique protégeait des criminels de guerre nazis. C'est Yvonique de Noël qui parle. Et il écrit ceci. Le 15 novembre 1949, le département d'État américain écrit à son haut commissaire en Allemagne. Il écrit ceci. Le département a reçu une note française du 7 novembre 1949 qui dit en substance ceci. Klaus Barbie, citoyen germanique, ancien chef de la Gestapo de Lyon, est poursuivi par le tribunal militaire de Lyon pour crime de guerre. 2 mandats d'arrêt ont été établis les 1er août et 12 septembre 1945. Le juge français en charge du dossier de la Gestapo lyonnaise a réclamé avec insistance par le biais des autorités judiciaires de Baden-Baden que Barbie leur soit livré. En dépit de sollicitations multiples, les autorités américaines n'ont ni arrêté ni rendu Barbie. Les forfaits de la Gestapo de Lyon constituent un des cas les plus graves parmi les crimes de guerre jugés en France. Si un jugement devait être rendu, alors qu'un des accusés principaux est toujours libre en zone américaine, les avocats d'autres accusés exploiteraient certainement le fait que les autorités américaines ont refusé de livrer Barbie. La presse s'en emparerait et l'opinion française en serait gravement indignée. Et l'auteur met ici les documents originels. Les documents originels sont scannés ici. Continuons. Par conséquent, le département demande l'arrestation et la livraison de Barbie et suggère de répondre aux Français que l'affaire sera traitée comme une priorité par le Haut Commissariat. Fin de citation. Le 5 mai 1950, le Haut Commissariat américain de Francfort écrit à son tour aux autorités judiciaires françaises à Baden-Baden et dit avoir enquêté sur le cas de Barbie Klaus. Une recherche méticuleuse a été menée par la branche de la sûreté publique du Haut Commissariat sans parvenir à localiser les coordonnées de Barbie. Fin de citation. À la même date, Klaus Barbie est salarié par l'OPC, une branche quasi indépendante de la CIA, dédiée à la lutte clandestine anticommuniste. Sous les ordres de Frank Wissner, elle se fondera à partir de 1952 dans la direction des opérations de la CIA. Tout le monde a compris que Klaus Barbie était un agent de la CIA. Bon. On a du mal à comprendre que dès 1945, l'armée et les services de renseignement américains ont recruté sans état d'âme d'anciens criminels nazis. L'équation est pourtant fort simple à l'époque. Les États-Unis viennent de battre les nazis avec l'aide des soviétiques. Ils ont désormais pour projet de battre les soviétiques avec l'aide d'anciens nazis. Qui, mieux que ces derniers, souvent sans emploi ni ressources, dans un pays dévasté, cumule une solide expérience professionnelle du renseignement et un anticommunisme farouche? Aux yeux d'officiers américains, ne parlant pas allemand,
ignorant l'histoire européenne et ne sachant pas par quel bout prendre le nouvel empire soviétique, ces hommes si propres et si courtois offrent une chance à ne pas laisser passer. Certes, le président Truman a posé en 1945 des limites à ce type de recrutement, sans rejeter a priori les encartés du parti nazi, qui n'étaient pas forcément tous des militants. Il faut écarter les grands criminels de guerre, avait dit Truman. Un tel flou laisse toute latitude aux hommes du terrain dans leur recrutement. Dès la fin de la guerre, les instructions présidentielles permettent la mise en place du projet Paperclip, qui consiste à récupérer nombre de scientifiques, comme Einstein, et ingénieurs allemands pour les mettre au service des États-Unis. Dans la guerre froide qui s'annonce entre les deux grandes puissances, il n'est pas question de laisser au service des Russes ces cerveaux qui ont porté l'Allemagne aux avant-postes de la recherche en matière de missiles. Une opération de grande audace encore est l'enrôlement du général Reinhard Gehlen, ancien dirigeant de l'Abwehr, c'est-à-dire des services secrets de l'armée allemande, à la tête d'un réseau de bons Allemands, entre guillemets, restés en RDA et prêts à y espionner les Russes. Malgré les réticences de plusieurs officiers qui ont combattu les nazis, la CIA prend en charge, dès juillet 1949, le réseau Gehlen, autour duquel va se constituer le nouveau service secret de la toute jeune République fédérale allemande, le BND, le Bundesnachrichtendienst. Le seul problème que n'ont pas anticipé les têtes pensantes de l'anglais, c'est-à-dire de la CIA, est que le réseau Gehlen était dès le départ pénétré par les Russes, ce qui entraînera quelques déconvenues lors de futures opérations clandestines. Mais c'est une autre histoire. Klaus Barbie est aux yeux de l'OPC, c'est-à-dire la CIA, un criminel de guerre de second ordre, comparé à Gehlen. Il est un nazi moyen. Il est le type même de ceux qui profitent indûment du système. Né à Bad Godesberg en 1913, le jeune Barbie a rejoint dès avril 1933 les jeunesses hitlériennes. En 1935, il est recruté par le SS au sein du service de sécurité SD, Sicherheitsdienst, affecté à la Gestapo. À partir de 1940, il devient sous-lieutenant affecté au renseignement. De 1940 à 1942, il est en poste à Amsterdam, chargé d'espionner les milieux intellectuels et les juifs. Il se signale déjà par ses brutalités anti-juives. En 1942, il est muté à Lyon, d'abord comme chef de la section renseignement de SS, avant de cumuler cet emploi avec la direction de la Gestapo. Surnommé le bourreau de Lyon, Barbie est célèbre pour avoir torturé et tué Jean Moulin, coordinateur de la résistance intérieure, mais aussi pour avoir organisé la première rafle de l'Union générale des Juifs de France en février 1943, ou encore pour le massacre de 41 enfants juifs réfugiés à Isieux, dans l'Ain, en avril 1944. À la fin de la guerre, il quitte Lyon en août 1944, avant la chute de la ville, et abandonne l'uniforme, se faisant passer pour un simple soldat. Prisonnier des Américains, il s'évade et rentre dans la clandestinité. Avec d'autres SS et d'anciens hauts gradés, il forme un groupe d'entraide clandestin, la Kameradenschaft, qui délivre de faux papiers aux anciens SS. En février 1947, presque tout le réseau est arrêté. Barbie s'échappe de justesse. En avril, il retrouve par hasard un ancien officier de l'Abwehr, Joseph Merck, avec qui il a travaillé à Dijon. Merck anime un réseau d'informateurs pour le compte officiel du CIC, le compte espionnage militaire américain. En réalité, le réseau est vite contrôlé par l'OPC, branche de la CIA. Barbie rejoint ce réseau et avoue son passé à l'officier traitant du CIC, qui rédige à son sujet un rapport favorable, le présentant comme un homme honnête, entre guillemets, à la fois intellectuellement et personnellement, maître de lui et ne connaissant pas la peur. Il est fortement anticommuniste, c'est un nazi idéaliste dont les idées ont été trahies par les nazis au pouvoir, dit l'officier américain. Barbie est désormais un homme de l'OPC, il devient ainsi intouchable. Des officiers du contre-espionnage militaire vont bien s'apercevoir qu'il figure illégalement sur leur liste d'agents, mais son officier traitant le défend, expliquant qu'il est indispensable à leur activité. Début 1949, son réseau est dissous et Barbie est directement intégré au contre-espionnage. Le CIC réclame encore son renvoi en 1949, c'est refusé. Seule l'assistance de la justice française, non, l'insistance de la justice française va le contraindre à interrompre une carrière si brillamment relancée. Comme on l'a vu, l'armée informe faussement le Haut-Commissariat en Allemagne qu'elle ne sait pas où est Barbie, d'où la réponse faite aux Français en mai 50, qui refusent d'y croire et commencent à perdre patience. Les risques deviennent trop élevés.
Il suffirait que le DES localise Barbie, le capture et l'interroge pour que des têtes tombent. Barbie est donc exfiltré vers l'Amérique du Sud en janvier 51. Il s'installe en Bolivie, où il entame une vie en apparence paisible d'homme d'affaires. En réalité, il fait partie d'un réseau d'anciens nazis qui s'étend sur toute l'Amérique latine. Leurs activités ne sont pas toutes documentées. Le bourreau de Lyon est repéré par les époux Klarsfeld, chasseurs d'anciens nazis, au Pérou en 72. Mais il parvient à s'échapper. En Bolivie, il semble bénéficier de solides protections, intervenant notamment comme intermédiaire dans les ventes d'armes. En 1980, il obtient une carte de services spéciaux boliviens et dirige une petite armée de 2000 néofascistes venus du monde entier. Les fiancés de la mort, comme il les appelle, travaillant alternativement pour l'armée et pour les cartels de la drogue. La junte militaire au pouvoir à La Paz tombe en 1982 et avec elle les protections de Barbie. Début 1983, il est arrêté pour fraude financière et le gouvernement français obtient enfin son expulsion. Il aura fallu attendre près de 40 ans. Conclusion. En recrutant et en protégeant des criminels de guerre nazis comme Klaus Barbie, après la guerre, les services américains n'ont pas seulement fait obstruction à la justice de différents pays, ils ont aussi contribué à semer des mauvaises graines dans toute l'Amérique du Sud. Si l'histoire secrète des anciens nazis réfugiés dans diverses dictatures militaires n'est pas encore totalement connue, il est probable que, comme Barbie, beaucoup ont fait profiter ces régimes autoritaires de leur savoir-faire répressif. Fin de citation. Les références, c'est l'US Department of Justice, Criminal Division, Klaus Barbie and the United States Government, Volume 1, A Report to the Attorney General of the United States, Volume 2, Exhibits to the Report to the Attorney General of the United States, submitted by Alan A. Ryan Jr., Washington, August 1983. Autre référence, Alan A. Ryan, Quiet Neighbors, Prosecuting Nazi War Criminals in America. Harcourt Brace Jovanovic, 1984. Autre source, Fabrizio Calvi et Frédéric Laurent, France-États-Unis, 50 ans de coup tordu, publié chez Albert Michel en 2004. Dernière source citée, Magnus Linklater, Isabel Hilton and Neil Hutcherson. The Nazi Legacy, Klaus Barbie and the International Fascist Connection. Holt, Reinhardt and Winston, 1984. Voilà le premier extrait que je voulais vous lire. Qu'est-ce que nous apprenons là? Nous apprenons là que les services secrets américains ont recyclé à large brassée les criminels nazis qui ont perpétré l'Holocauste en Europe. Voilà ce qu'on apprend. Ceci nous permet de comprendre pourquoi ils soutiennent un terroriste criminel à Damas en Syrie. Oui ou non? Là, nous, Africains, cela nous permet de réfléchir. Cela nous permet de réfléchir. Non, cette édition est en français, mais il y a des extraits en anglais. Comme par exemple, les sources, là, elles sont citées en anglais. On a la preuve, à travers ce premier extrait que je viens de vous lire, que les États-Unis d'Amérique ne se sont pas gênés pour recruter dans leur service d'État des nazis, des terroristes nazis, qui avaient ensanglanté le monde entier et l'Europe. Alors, je vous pose la question. Qui est donc surpris que Mohamed Al-Joulani, un terroriste d'Al-Qaïda, soit soutenu pour prendre la tête de la Syrie? Qui est surpris de cela? Et l'actualité de la guerre russo-ukrainienne ne nous a-t-elle pas montré des nazis recyclés à l'intérieur des forces d'un gouvernement dit démocratique moderne, soutenu par l'OTAN? Les Africains sont là. Réagissez en disant, ceci nous permet de comprendre le soutien de l'OTAN aux terroristes en Afrique. Parce que s'ils ont pu soutenir les terroristes en Europe, s'ils ont pu trouver de la place à des terroristes nazis dans les renseignements généraux américains, on comprend mieux pourquoi ça leur est facile d'attaquer Kadhafi en Afrique avec Al-Qaïda et l'État islamique et d'utiliser Al-Qaïda et l'État islamique pour attaquer le Sahel, attaquer jusqu'au Mozambique. On comprend mieux comment ils peuvent utiliser Kagame pour attaquer la République démocratique du Congo. Museveni, de son côté aussi. On comprend mieux pourquoi maintenant on nous parle de djihadistes jusqu'au Mozambique. Alors qu'il s'agit de terroristes qu'ils ont bien à l'origine créés. C'est là que je dis que les Africains doivent faire une projection. Mohamed Al-Joulani
le nouveau chef de Damas, est un terroriste d'Al-Qaïda. Et il est reconnu comme tel dans tous les médias occidentaux. Mais il a été soutenu pour renverser Bachar el-Assad. Soutenu par l'OTAN, soutenu par la Turquie, soutenu par Israël, qui en profite actuellement pour détruire l'État syrien. Ça se passe sous vos yeux. Et vous, Africaines, Africains, vous devez comprendre précisément que c'est ce système qui est utilisé contre nous, en Afrique. Ce n'est pas pour des raisons religieuses que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués en Afrique parce qu'on veut que nos pays soient instables, et qu'ainsi on puisse continuer à piller nos richesses. Est-ce que c'est clair? Voilà l'enseignement du premier extrait. Le soutien au terrorisme est quelque chose de banal en Occident. C'est ce que prouve ce document. Rien que l'affaire Klaus Barbie et celle de tous les nazis qui ont été recyclés à l'intérieur des agences sécuritaires, des agences de renseignement, des agences de recherche en Occident, prouve que le soutien au terrorisme est un problème profond de l'Occident politique. Il faut lire le dossier sur Klaus Barbie. Je vous ai simplement lu la synthèse. Je passe au deuxième dossier. Le deuxième dossier que je vais vous lire, c'est l'histoire de la déstabilisation d'un gouvernement. Ce gouvernement était le gouvernement de M. Mossadegh en Iran, dans les années 50. La stratégie utilisée par la CIA pour renverser Mossadegh est pratiquement une photocopie de celle que vous avez vue utilisée contre Bachar el-Assad sous nos yeux en 2024. Donc, écoutez le résumé de ce que les documents de la CIA nous permettent de connaître. Parce que c'est la CIA qui a déclassifié les documents, qui prouve que c'est elle qui a organisé la chute de Mossadegh. Mossadegh était Premier ministre. Il y avait un roi d'Iran qui s'appelait Reza Pahlavi, qui était un vassal de l'OTAN, un vassal des États-Unis, un vassal de l'Occident. Mais il y avait un Premier ministre issu d'une élection démocratique. Et ce Premier ministre a voulu augmenter la part de l'État iranien dans les ressources du pétrole et du gaz. À partir du moment où il a voulu le faire, on l'a accusé de s'être rapproché de la Russie et d'être devenu un communiste. Et les États-Unis, à travers la CIA, ont organisé le renversement du gouvernement de Mossadegh. Et l'imposition d'un gouvernement qui acceptait, avec la bénédiction du Shah d'Iran, valet américain, de brader le pétrole iranien. C'est cela qui est retrouvé dans les archives de la CIA. La CIA assume d'avoir organisé le renversement du gouvernement iranien parce que ce gouvernement ne voulait pas permettre à la coalition occidentale, aux pays de l'OTAN, d'avoir le plus grand bénéfice du pétrole iranien. Lisons ce que la CIA nous révèle. Bon. L'histoire, alors, quand la CIA renversait le gouvernement iranien, ça c'est le chapitre 3 du livre. Quand la CIA renversait le gouvernement iranien. Hein? Nous lisons. C'est important de lire. Hein? C'est vital de lire. Hein? C'est vital de lire. Alors, ceux qui n'aiment pas la lecture ne sont pas les bienvenus ici. C'est pas grave. Bon. Deuxième extrait, c'est l'avant-dernier. L'histoire n'a jamais retenu le nom de Kermit Roosevelt, à la différence de son grand-père Theodore et de son oncle Franklin, qui tous deux furent présidents des États-Unis. L'histoire a sans doute tort, car ce Roosevelt-là fut un personnage clé des relations entre États-Unis et Moyen-Orient pendant la guerre froide. Homme clé de la CIA, avant de rejoindre l'industrie pétrolière, intime de bien des princes arabes, Kermit a tiré nombre de ficelles dans le grand jeu moyen-oriental. En 1952, il contribue discrètement au renversement du roi Farouk d'Égypte par une junte militaire, dont émergera vite le nationaliste Nasser. Ce dernier, à ses débuts, accepte volontiers les fonds américains et les conseils de Kermit avant de s'élever contre les puissances occidentales. Mais c'est en Iran que Roosevelt réalise ce qui passe pour son coup de maître en 1953. À l'époque, l'Iran est placé sous la férule hésitante du jeune
Shah Reza Pahlavi, qui a été porté au pouvoir par les Alliés pendant la guerre, en remplacement de son père pro-allemand. La Grande-Bretagne exerce alors un contrôle total de l'exploitation pétrolière dans la région sud du pays à travers l'Anglo-Iranian Oil Company, AOIC. Celle-ci paye les salaires des employés, la location des terrains et des taxes, mais l'essentiel du revenu pétrolier rentre dans ses caisses. Elle touche environ 10 fois ce qu'elle paye aux Iraniens. Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous savez que le pétrole iranien, là, la Grande-Bretagne gagnait 10 fois plus dedans? 10 fois plus. Vous allez dans le pays des gens, vous extrayez le pétrole, vous prenez 10 fois plus que le pays. C'est-à-dire que si le pays a 10 euros, vous avez 100 euros. Si le pays a 100 euros, vous avez 1000 euros. Si le pays a 1 million de CFA, vous avez 10 millions de CFA. Si ce pays obtient, avec son pétrole, 1 milliard de CFA, vous avez 10 milliards de CFA. Voilà ce que les Britanniques et les Américains avaient mis en place en Iran. Un homme va apparaître, il s'appelle Mossadegh. Il est élu par le peuple iranien et il veut mettre fin à ce vol des Anglais et des Américains en Iran. Voyez ce qui va lui arriver. Lisons. Quand on vous dit lire là, c'est se libérer. Lire les bons livres, c'est se libérer. Vous allez comprendre le gros cœur des impérialistes, des néocolonialistes, leur boulimie, leur narcissisme, d'où ça vient. Ils ont tellement volé au reste du monde qu'ils ont pris l'habitude de penser que le monde leur appartenait. Regardez-moi cette histoire. Écoutez ce qui va se passer. Écoutez. Dès 1948, un groupe de spéculateurs américains, Overseas Consultants, s'est intéressé à l'Iran et au potentiel inexploité de la région sud. De manière fort intéressante, leur conseil juridique est à l'époque un certain Allen Dulles, membre du cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell et futur patron de la CIA. Au début des années 50, les mouvements nationalistes iraniens contestent au sein du Parlement la répartition de la manne pétrolière et le Premier ministre pro-britannique finit par être exécuté le 7 mars 1951. Il est remplacé par le leader nationaliste Mohamed Mossadegh qui nationalise aussitôt l'Anglo-Iranian Oil Company, AOIC. Il nationalise. Les Anglais, furieux, essayent alors de le déstabiliser et provoquent un embargo sur les exportations de pétrole qui prive le pays de ressources. Pro-occidental, le Shah renvoie Mossadegh, mais le Parlement le réélit aussitôt. Vous avez compris? On continue. Considérablement affaibli par la Seconde Guerre mondiale et dirigé par un leader charismatique mais vieillissant, en la personne de Winston Churchill, la Grande-Bretagne a bien conscience qu'elle ne dominera pas seule la situation et fait appel à son allié américain. Eisenhower, fraîchement élu, se montre plus favorable que son prédécesseur à une action clandestine pour renverser Mossadegh, non aligné, donc suspect de sympathie communiste. Le projet Ajax, élaboré par la CIA, prévoit un renversement quasi légal de Mossadegh par une manipulation de l'opinion publique et du Parlement. Lorsque le mécontentement envers Mossadegh arriverait à son point culminant, le Shah devrait renvoyer son Premier ministre et sa décision serait aussitôt renforcée par des manifestations de rue spontanées, entre guillemets. Mossadegh serait ensuite remplacé par un général pro-occidental. En réalité, rien ne se passe vraiment comme prévu. Le Shah se montre extrêmement timoré et anxieux. Il tergiverse longtemps avant d'accepter le plan, malgré les assurances de l'émissaire américain. Pour l'anecdote, l'émissaire américain, c'est le général Norman Schwarzkopf, père du commandant en chef des forces américaines pendant la première guerre du Golfe en 1991. De son côté, Mossadegh aggrave son cas en ouvrant des pourparlers commerciaux avec les soviétiques pour compenser l'embargo britannique. Ce qui fait clairement de lui un pro-communiste aux yeux du gouvernement américain. Il faut savoir qu'au XXe siècle, être pro-communiste pour le bloc de l'Ouest, ça voulait être mort. Bon. À Téhéran, les hommes de main israéliens de Kermit Roosevelt restent les bras croisés le jour du début programmé de l'opération et demandent 5 millions de dollars pour exécuter le plan. Il faut les réclamer en urgence au siège de la CIA.
Pendant ce temps, Mossadegh a vent du complot et organise sa riposte en mobilisant ses partisans. De son côté, après avoir renvoyé son premier ministre, le Shah d'Iran s'enfuit courageusement en Italie, où il tombe nez à nez dans un hôtel romain avec Allen Dulles. Après plusieurs jours d'émeutes et de contre-émeutes à Téhéran, la CIA décide d'arrêter les frais, considérant que l'opération est un échec. Mais sur place, Kermit Roosevelt parvient à mobiliser suffisamment d'émeutiers grassement payés et de fractions de l'armée pour renverser la vapeur. Le document qui suit minore quelque peu ces cafouillages, cependant il constitue une source incomparable, car il s'agit d'une histoire officielle, rédigée à chaud après les événements par le service historique de la CIA à usage interne, à l'aide des archives et témoignages des acteurs. Longtemps tenu au secret, il permet d'analyser le tournant majeur que fut le coup d'État de 1953, ainsi que ses répercussions. C'est la première fois que les États-Unis, au nom de la lutte contre le communisme et en contradiction avec leur politique, choisissent de renverser directement et quasi ouvertement le gouvernement légitime d'un pays étranger, influant radicalement son histoire. À Washington, l'opération Ajax est perçue comme un grand succès qui donne à la CIA une réputation d'invincibilité et l'envie de recommencer en d'autres points chauds du globe. En d'autres points chauds du globe. Excusez-moi, je m'assure que nos amis... Oh là là. Très bien. Continuez à partager l'émission. Donc, c'est la première fois que les États-Unis, au nom de la lutte contre le communisme et en contradiction avec leur politique, choisissent de renverser directement et quasi ouvertement le gouvernement légitime d'un pays étranger, influant radicalement son histoire. À Washington, l'opération Ajax est perçue comme un grand succès qui donne à la CIA une réputation d'invincibilité et l'envie de recommencer en d'autres points chauds du globe. À peine rentré au QG de la CIA pour y recevoir honneur et médailles, Kermit Roosevelt se voit proposer par Allen Dulles une nouvelle mission, organiser un coup d'État en Amérique centrale, le premier d'une longue série. En Iran, le régime pro-occidental du Shah va désormais régner jusqu'en 1979 avec l'aide économique et militaire américaine et une police secrète impitoyable, de plus en plus honnie par son opinion publique. Bien entendu, l'exploitation pétrolière sera partagée entre Britanniques et Américains désormais. Rassuré par la tournure des événements, le Shah rentre d'Italie et organise une grande parade dans les rues de Téhéran. Dans la foule, un homme de 51 ans au regard sévère le dévisage fixement. C'est l'ayatollah Khomeini. Alors, les références ici, c'est donc John Prados, Safe for Democracy, The Secret Wars of the CIA, Ivan Ordin, 206, Kermit Roosevelt, Contre-coup, The Struggle for the Control of Iran, McGraw-Hill, 1979. Et enfin, dernière référence, Tim Weiner, Legacy of Ashes, The History of the CIA, Penguin Books, 2007. Là, à chaque fois que je vous lis le chapeau, je vous lis simplement le résumé de l'enquête. Qu'est-ce qu'on apprend là, dans le deuxième extrait que je viens de vous lire? Que les Anglais, non contents de gagner 10 fois plus, de ne plus gagner 10 fois plus que les Iraniens dans l'exploitation du pétrole iranien, décident de renverser le gouvernement de Mossadegh qui a modifié et nationalisé le pétrole de l'Iran. Ils sont aidés en cela par les Américains. Et quelle est la méthode utilisée par les Américains? Elle est triple. L'infiltration de l'armée par des groupes terroristes, l'infiltration de l'administration politique par la corruption, l'infiltration du haut commandement de l'armée par la corruption financière et la stratégie de l'insurrection populaire spontanée qui pourtant est soutenue, bien sûr, par les Américains et les Britanniques. Vous avez reconnu tout le schéma de la déstabilisation de la Syrie. La Syrie est déstabilisée par quoi? Des groupes terroristes soutenus par la coalition occidentale, ça c'est un. De deux, une forte corruption de l'appareil militaire. Les principaux officiers, les principaux commandements de l'armée syrienne ont été corrompus à coups de millions de dollars. Ce qui les a amenés à donner des ordres de contre-commandement et de démobiliser les troupes. De nombreuses images des troupes syriennes abandonnant armes et uniformes sur leur position, sans combattre, sont en train de faire le tour du monde. Qu'est-ce qui peut pousser une unité en capacité de combattre pour défendre son pays contre les terroristes à ne plus combattre, si ce n'est la corruption de l'unité et notamment la corruption des chefs? Donc,
L'armée syrienne a été inondée de mallettes de dollars. Et la faiblesse humaine, dans une période d'épreuve, de longues années de guerre, a triomphé des hommes. Les terroristes qui occupent Damas n'ont pas gagné la guerre. C'est l'armée syrienne qui a abandonné ses responsabilités. Ceci nous permet de clarifier autre chose dans ce qui se passe en Syrie. Les autorités iraniennes ont affirmé publiquement, hier et avant-hier, que le président Bachar el-Assad a refusé de faire appel à leur intervention militaire. Si Bachar el-Assad avait demandé à l'armée iranienne d'entrer en Syrie pour l'aider à combattre les terroristes, l'armée iranienne l'aurait fait. Mais Bachar el-Assad a refusé de faire appel à l'armée iranienne. Il n'a même pas voulu que l'armée russe vienne combattre au sol. Est-ce que vous savez pourquoi? La raison est connue aujourd'hui. Pourquoi Bachar el-Assad n'a pas appelé l'armée iranienne à entrer au sol, à ses côtés, pour combattre les terroristes? Pourquoi il n'a même pas fait appel à l'armée russe en ce sens? Vous savez pourquoi? Assad a constaté que sa propre armée l'avait abandonné. Quels que soient les alliés que vous faites venir pour vous aider dans un combat, il faut d'abord que votre propre armée vous soutienne. Il faut d'abord que votre propre peuple soit avec vous. Quand ta propre armée, quand ton propre peuple ne sont pas mobilisés autour de toi pour lutter, parce qu'on estime que ceux qui viennent ne sont pas pires que toi, tu es obligé de faire le raisonnement que Bachar el-Assad a fait. Il a compris que même si les Iraniens venaient l'aider, il finirait par être assassiné par ses propres hommes, qui déjà avaient été corrompus par les Otaniens. Il a compris que le haut commandement de l'armée syrienne a été corrompu. Il a compris que ceux-là même qui dorment à sa porte peuvent à tout moment, contre, je ne sais pas, 1, 2, 3 millions de dollars, lui loger une balle dans la tête. Donc, il ne suffirait pas que l'armée russe vienne. Il ne suffirait pas que l'armée iranienne vienne. Encore faudrait-il que lui, Bachar Assad, doive désormais se faire protéger directement par les Russes et les Iraniens. Mais à partir du moment où il est protégé par les Russes et les Iraniens, tout le monde verrait très bien qu'il n'est plus véritablement le chef de l'État, syrien. Et Bachar el-Assad a refusé cette honte. En refusant le soutien militaire de l'Iran, Assad a reconnu qu'il avait perdu le contrôle du commandement. Il a assumé la honte d'être abandonné par les siens. Il a dit, certes, j'ai hérité d'un pouvoir illégitime par la main de mon père. Certes, j'ai commis des exactions contre mon peuple. Je dois maintenant payer. Mais je ne voulais pas que mon pays soit gouverné par les terroristes. Je ne voulais pas que dans mon pays, les chrétiens n'aient pas le droit de sonner les cloches de leurs églises. Je ne voulais pas que dans mon pays, les femmes qui ne veulent pas porter le foulard ne soient pas libres de se promener conformément à leur confession. Les musulmanes s'habillant comme elles veulent, les chrétiens s'habillant comme ils veulent. Je ne voulais pas que mon pays devienne un pays où le pluralisme religieux n'est pas reconnu. Mais comme les Syriens m'abandonnent en pensant que ceux qui viennent sont meilleurs que moi, Bachar el-Assad, je préfère partir. La révélation iranienne des raisons pour lesquelles Bachar el-Assad a refusé l'intervention de l'Iran prouve donc que, justement, la coalition occidentale a pris le temps de corrompre suffisamment l'appareil d'État, de corrompre en profondeur l'appareil militaire. Une fois que vous avez une armée corrompue, une fois que vous avez un appareil d'État corrompu par les forces étrangères, le régime tombe. Et il faut être fou quand on est chef de l'État dans ces conditions pour ne pas démissionner. Il faut être même suicidaire. Bachar el-Assad n'est pas suicidaire. Voilà l'enseignement du deuxième extrait. La méthode. Soutien aux groupes terroristes. Axe 1. Corruption dans l'appareil d'État. Corruption de l'appareil militaire. Axe 2. Et bien sûr, axe 3. Matraquage médiatique. Matraquage diplomatique. Cette méthode est connue. C'est elle qui a fait tomber Bachar el-Assad. C'est elle qu'on a utilisée contre Kadhafi. C'est elle qu'on a utilisée contre Saddam Hussein. Et c'est celle-là qu'on essaye d'utiliser pour nous vendre des guerres, soi-disant au nom de la démocratie et des droits de l'homme, mais qui ne sont que des guerres de pillage du pétrole, de l'or, du diamant, du manganèse, du coltan, de l'uranium, etc. N'est-ce pas?
Donc, c'est une méthode que les Africains doivent maîtriser au bout de leurs doigts. Ceux qui écoutent nos conférences sont outillés pour comprendre l'ordre du monde. Et pour résister en connaissance de cause. Nous savons comment procède l'impérialisme, le néocolonialisme, le despotisme. Par conséquent, nous devons pouvoir leur faire face efficacement grâce à ce savoir. J'en viens au dernier extrait de ce livre, succulent. Et tous les extraits sont appuyés par la suite par les documents. Là, par la suite, est cité le document écrit en mars 1954 par le docteur Donald Wilber. Donald Wilber, eh bien, de la division du Proche-Orient à la CIA. C'est lui qui va décrire la stratégie que la CIA a utilisée pour renverser le gouvernement Mossadegh. C'est un chapitre lumineux qui va, là, notamment de la page 48 à la page 56 du livre. Ceux qui auront le livre, vous pourrez lire le détail. C'est ça leur démocratie, c'est ça les droits de l'homme. C'est ça. C'est ça que la prétendue grande démocratie mondiale, celle qui veut donner des leçons à tout le monde, c'est ça qu'elle doit faire. Un citoyen de ce monde qui sait que la CIA a fait ça, peut-il encore croire à la propagande démocratique occidentale? L'OTAN peut donner des leçons à qui? Avec ses faits, révélés par la CIA elle-même. Mais c'est ça la question. Quel est l'officiel américain qui peut se tenir devant les Africains pour leur donner des leçons de morale politique? Maintenant que la CIA a déclassifié des documents comme celui-ci, et que les Africains lisent cela, et que le docteur des preuves fait lire ça aux Africains, quel est le diplomate américain qui peut regarder un Africain dans les yeux et lui dire ce qu'il doit faire? Quel diplomate occidental, avec ce genre d'opération, montée par les États-Unis et la Grande-Bretagne en Iran, peut se tenir devant le monde et dire « Nous avons titre à vous enseigner la morale ». Voilà des faits. Et c'est avec ça qu'on doit éduquer les jeunes générations. Les contradictions entre les principes affirmés et les pratiques abominables. Alors, j'aurais pu vous prendre le cas du Guatemala. Oui, je vous ai parlé du cas du Guatemala. Non, je résiste à la... J'ai vraiment envie de vous lire le cas du Guatemala. C'est simplement ces 3 pages. Avant qu'on aille au Congo. Résumé sur le Guatemala. C'est très intéressant. Quand la CIA protégeait les éleveurs de bananes au Guatemala, et on va voir qu'ils ont fait une guerre pour renverser. Ils ont monté une insurrection pour renverser un président élu, juste pour sauver le cartel de la banane, qui était sous contrôle américain. On écoute. En mars 1951, le social-démocrate Jacobo Arbenz Guzman, un ancien révolutionnaire soutenu par l'armée et le Parti communiste, est élu président du Guatemala sur un programme de réforme agraire. La démocratie guatémaltèque est alors toute jeune, puisque le Guatemala a vécu toute la première moitié du XXe siècle sous la coupe de 2 dictateurs, Manuel Estrada Cabrera et Jorge Ubico Castaneda. Cette période a été mise à profit par le géant américain de l'exploitation bananière, la United Fruit, pour y implanter d'énormes et profitables exploitations en franchise d'impôts. Ils exploitent la banane, les fruits chez les gens, et ils ne payent pas d'impôts. C'est ça que les Américains ont fait au Guatemala. Bon. En 1944, une révolte populaire transforme le pays en démocratie, avec une constitution proche de celle des États-Unis. À l'époque, 70% des terres cultivables du pays appartiennent à moins de 2,5% de propriétaires. La plupart n'habitent même pas sur place. Dès son arrivée au pouvoir en 1951, Arbenz fait redistribuer des terres à 100 000 paysans, parmi les plus pauvres du pays. Malheureusement pour lui, sa réforme prévoit d'exproprier la United Fruit, plus gros propriétaire terrien du pays. Arbenz propose de racheter ses plantations avec ses lignes de chemin de fer et de télégraphie pour 600 000 $, soit leur valeur déclarée par la compagnie pour optimiser sa fiscalité. United Fruit dit que tout ce qu'elle possède au Guatemala, c'est 600 000 $. Arbenz dit, ok, je vous paye ça. Or, en fait, United Fruit avait déclaré que tous ces biens au Guatemala sont de 600 000 $ pour que l'impôt soit insignifiant. En effet, si vos biens dans un pays sont de 600 000 $, l'impôt que vous payez sera inférieur à celui que vous payeriez si vos biens dans ce pays étaient de 6 000 milliards de $. Même 1 milliard de $, vous payeriez plus. Donc, United Fruit, dans sa déclaration à l'État du Guatemala, dit que tous ces biens au Guatemala
valent 600 000 $. Et le nouvel élu, Arbenz, dit, ça tombe bien. Je vous rembourse vos 600 000 $. Et tout ce que vous avez au Guatemala appartient désormais au peuple guatémaltèque. La suite. Écoutez ce qui va se passer. United Fruit déclare alors que leur vraie valeur tourne plus probablement autour de 16 millions de $. C'est-à-dire que quand l'État du Guatemala nationalise la United Fruit, là, les responsables de United Fruit viennent donner un nouveau chiffre de la valeur réelle, maintenant, de leur entreprise au Guatemala. Alors que pendant de longues années, ils disaient que tous leurs biens au Guatemala sont de 600 000 $. Quand on dit qu'on va nationaliser, ils disent non, c'était trompé, on avait mal calculé. Ce que nous possédons au Guatemala, c'est 16 millions de $. Hein? On peut faire ça? Écoutez la suite. Lisons. Lisons mielleux. Lire mielleux. Écoutons ce qui va se passer. La United Fruit n'est pas sans défense face à ce mauvais coup. Un des premiers directeurs du renseignement américain, le général Walter Bedell Smith, fait partie de son comité directeur. Le secrétaire d'État John Foster Dulles et son frère Allen Dulles, nouveau patron de la CIA, ont eu pour cliente la United Fruit lorsqu'ils exerçaient au sein du cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell. Vous voyez? C'est eux qui ont négocié avec le dictateur Ubico Castaneda l'accord de 1935, très favorable à la United Fruit. Vous voyez comment le monde est petit chez eux? Un conflit d'intérêts permanent. Directeur de la CIA, ancien négociant pour les multinationales. Bon. En 1952, la CIA apprend que le Guatemala vient d'acquérir 2000 tonnes d'armes en Tchécoslovaquie. Le pays est alors soumis à un embargo américain sur les importations d'armes, qui lui laisse peu d'autres moyens pour s'approvisionner. C'est la preuve idéale qui manquait à la CIA pour convaincre le nouveau président Eisenhower que le Guatemala, troisième plus grand pays d'Amérique centrale, eh bien, constitue un danger imminent de contagion communiste dans l'arrière-cour des États-Unis. Vous avez entendu? Eisenhower autorise alors la CIA à déclencher le plan PB Success, destiné à renverser Arbenz. Alors, en quoi consiste le plan? J'ai souligné en lisant. Le plan consiste en la corruption d'officiers de l'armée, tract anti-Arbenz et traité d'alliance avec le Honduras et le Nicaragua. Tout cela prépare le terrain. Ça vous rappelle pas quelque chose? La méthode employée en Iran? Ça vous rappelle pas? La méthode employée en Syrie? Ça vous rappelle pas? On continue. Eh bien, l'homme clé de la guerre psychologique contre Arbenz est alors Everett Howard Hunt, que l'on retrouvera 20 ans plus tard comme un des faux plombiers du Watergate. Le 24 mai 1954, la marine américaine entame un blocus du Guatemala. Le 18 juin, un groupe de 150 à 200 mercenaires guatémaltèques, nicaraguayens et américains en provenance du Honduras, emmenés par le colonel Carlos Castillo Armas, franchit la frontière et marche sur la capitale. Ça vous rappelle pas El Joulani? Armé par la CIA, armé par les États-Unis, armé par l'Arabie Saoudite, armé par Israël, etc., qui marche sur Damas. C'est pas ça? Vous êtes dans l'histoire, là. C'est ce qu'ils font depuis longtemps. Oui ou non? C'est ce qu'ils font depuis longtemps. Oui ou non? C'est pas le même style qu'ils voulaient organiser? Soi-disant la descente d'une colonne jusqu'à Kona pour venir prendre Bamako, composé d'individus de même composition que Al-Joulani et tous les terroristes de Damas? Ça ne vous dit rien? Bon, on continue. Donc, le 24 mai 1954, la marine américaine entame un blocus de Guatemala. Le 18 juin, un groupe de 150 à 200 mercenaires guatémaltèques, nicaraguayens et américains, en provenance du Honduras, emmenés par le colonel Carlos Castillo Armas, franchit la frontière et marche sur la capitale. La propagande radio de la CIA convainc plusieurs hauts gradés qu'une force supérieure en nombre va écraser l'armée régulière et fait déserter le chef de l'aviation qui amène ses pilotes avec lui. La voie est libre pour des bombardements par des avions de la CIA qui achèvent de démobiliser l'armée. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que vous savez que l'armée syrienne a fui parce qu'on lui a envoyé des messages que l'armée rebelle était immense, qu'elle était armée jusqu'aux dents? Mais est-ce que quand vous-même vous voyez les images de l'armée rebelle, est-ce que l'armée rebelle était plus armée que l'armée syrienne? Non. L'armée rebelle n'était pas plus armée que l'armée syrienne. Mais la propagande a fait croire aux troupes de Bachar el-Assad que ceux qui arrivaient
était d'une puissance inouïe. Pourquoi? Parce que l'aviation américaine bombardait massivement les positions d'Assad. L'aviation israélienne bombardait massivement les positions d'Assad. Dans ces conditions, on pouvait faire croire au peuple syrien et à l'armée syrienne que ceux qui viennent à terre sont pires même que ceux qui tirent en l'air, depuis l'air. Donc on a mené une campagne d'intoxication qui a provoqué la démobilisation et l'effondrement de l'armée du Guatemala. C'est la même méthode qui a été utilisée contre Kadhafi. On a empêché des pans entiers de l'armée libyenne de combattre en utilisant le mensonge, en inventant des canulars. On a poussé des tas d'hommes à déposer leurs armes, à se déshabiller et à jeter leur uniforme. L'action psychologique. On continue. Le 27 juin, Arbenz démissionne et s'enfuit au Mexique, hein, comme Bachar el-Assad. Armas est proclamé chef de l'État et met fin aussitôt aux réformes agraires, hein, comme Al-Joulani est pratiquement proclamé chef de l'État et livre la Syrie au bombardement israélien. C'est clair ou c'est pas clair? Et les puits de pétrole et les puits de gaz de Syrie vont être partagés par les alliés occidentaux d'Al-Joulani. Comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait en Libye. C'est ce qu'ils avaient déjà fait au Guatemala, l'Afrique des libertés. C'est une école. Nous lisons, nous comparons et nous comprenons. Lire pour comparer, comparer pour comprendre. C'est ça le travail du docteur des preuves. Bon. Le Guatemala est une sorte de bande d'annonce de toutes les opérations à venir en Amérique latine. L'opération PB Success se fonde sur une menace communiste imaginaire qui serait prête à déferler sur tout le continent. La CIA ne s'est pas contentée de remplacer un gouvernement démocratiquement élu par une dictature plus favorable aux intérêts américains. Elle a aussi assuré le service après-vente en apportant finances, logistique et savoir-faire aux dictateurs successifs du pays, les aidant à former leurs escadrons de la mort et réprimer une coriace guérilla. Selon Jean Guisnel, de 1980 à 1995, la CIA a versé 30 millions de dollars au service secret guatémaltèque, sans doute parmi les pires pourfendeurs des droits de l'homme en Amérique latine. L'opinion américaine s'est montrée particulièrement sensible dans les années 90 à deux meurtres commis par les forces armées du Guatemala. Michael Devin et Efrain Bamaka ont été tués au vu et au su d'un colonel, Roberto Alpirez, qui se trouve être, circonstance aggravante, un informateur rémunéré de la CIA, bien connu pour sa sauvagerie. Fin de citation. De 1954 à 1996, date de la démocratisation du régime, on estime que la répression des opposants a fait environ 160 000 morts et 40 000 disparus au Guatemala. Référence. Nick Coulater, Secret History, the CIA Classified Accounts of its Operations in Guatemala, 1952-1954, Stanford University Press, 1999. Jean Guisnel, La citadelle endormie, faillite de l'espionnage américain, Paris-Fayard, 2002. Voilà le deuxième extrait. La déstabilisation du Guatemala. On retrouve les mêmes stratégies. Financement de mercenaires, de terroristes. Deuxième élément, corruption de l'appareil d'État et de l'armée. Troisième élément, harcèlement médiatique et judiciaire. Et dans ces conditions, on obtient l'effondrement de l'appareil d'État, la chute du régime, et systématiquement le motif est lequel? Il s'est permis de nationaliser l'exploitation des fruits du Guatemala. Il s'est permis de rendre au peuple guatémaltèque sa richesse. C'est pour ça qu'on l'a chassé. Ça ne vous dit rien? C'est exactement pour cela que l'Afrique est attaquée aujourd'hui. Parce que les Africains sont en train de modifier le rapport de force sur l'exploitation des richesses de l'Afrique. Depuis la traite négrière jusqu'au XXIe siècle, les richesses africaines profitent davantage aux puissances occidentales et moyen-orientales qu'aux peuples africains. Partout où des régimes africains apparaissent, qui veulent inverser le rapport de force, le rapport d'avantage sur les richesses africaines, eh bien, les grandes puissances occidentales et moyen-orientales mettent en place des stratégies de déstabilisation, ayant pour but de faire tomber ces régimes par des agressions armées terroristes, par la corruption
des élites administrativo-politiques et militaires par la pression médiatico-diplomatique et, bien sûr, l'action psychologique. C'est clair ou c'est pas clair? On va donc prendre le dernier cas que j'ai choisi de vous lire dans ce livre. Les cas sont tellement croustillants. Il y a tellement de cas croustillants que je vous lirai presque entièrement ce livre. Mais je voudrais vous laisser le plaisir, quand vous vous le procurerez, de lire vous-même les nombreux cas basés sur les archives de la CIA. Je vous rappelle que je suis en train de vous rendre compte de ce que les États-Unis eux-mêmes ont accepté de publier sur leur action dans le monde. Je ne suis pas ici en train de rendre compte des opinions de Franklin Nyamsi, des opinions des Africains, des opinions de qui que ce soit. C'est ce que la CIA reconnaît avoir fait. Le livre est fait des rapports officiels américains. On ne doit pas avoir peur de partager une émission comme celle-ci, car en fait, cette émission permet simplement au public large d'accéder à ce que les États-Unis eux-mêmes ont reconnu. C'est ça l'avantage de ce type d'ouvrage. Il est basé sur des documents américains déclassifiés. Nous allons maintenant lire un chapitre qui commence à la page 75 du livre. Et c'est le dernier extrait que je vais vous lire et commenter. C'est intitulé « Quand la CIA recolonisait le Congo ». Quand la CIA recolonisait le Congo. Quand la CIA recolonisait le Congo. Regardez ce qu'ils ont fait. Le nom du livre est même donné sur le titre de l'émission. Le nom du livre est même donné sur le titre de l'émission, mes chers amis. Faites quand même un peu d'effort. Oui, sauf pour ceux qui sont du côté peut-être de TikTok. Le livre est intitulé « Le livre noir de la CIA ». L'auteur s'appelle Yvonique de Noël. Et j'en ai donné plusieurs images, plusieurs captures d'écran sur ma page Facebook Franklin Nyamsi. Vous pouvez aller vous servir. Et partager ça à nos paysans, à nos paysannes, à nos ouvrières, à nos ouvriers. Donnez ça à nos enfants. Tous ceux qui peuvent lire, donnez les livres aux enfants. Faites savoir ce qui doit être su aux enfants. N'attendez pas. Ne gardez rien pour vous qui soit utile pour le peuple. Bon. Faites comme moi. Faisons ainsi le travail d'éveil. En relayant, en partageant, en diffusant la connaissance qui libère. Alors, maintenant, on va lire la CIA en train de recoloniser le Congo. Et c'est ce problème qui continue en République démocratique du Congo jusqu'aujourd'hui et dans toute l'Afrique jusqu'aujourd'hui. Écoutez bien. L'exploitation du Congo fut le plus grand crime contre l'humanité jamais commis dans l'histoire de l'humanité. Telle est l'expression de Sir Arthur Conan Doyle, auteur d'un pamphlet méconnu sur les massacres et atrocités perpétrés entre 1885 et 1908 dans l'État indépendant du Congo. Propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II est riche en ressources naturelles. La rapacité du roi et des compagnies concessionnaires entraînèrent l'asservissement des paysans congolais, mobilisés jusqu'à l'épuisement pour produire notamment du caoutchouc. Plusieurs millions d'entre eux y laissèrent la vie. A priori, l'indépendance du pays, programmée pour 1960, était donc une très bonne nouvelle. Mais, lorsqu'elle intervient le 30 juin 1960, diverses factions commencent à lutter pour le pouvoir. Parmi elles, le mouvement national congolais du leader charismatique Patrice Lumumba. Avec de très nombreuses ethnies, le pays est politiquement éclaté. Il est riche de nombreux minerais, de métaux, de diamants et d'or. Moi, j'aime beaucoup ce livre qui reconnaît que l'Afrique est le continent le plus riche de l'humanité. Là, par exemple, on dit aux Congolaises et aux Congolais, le Congo, c'est en fait le pays le plus riche. C'est le pays le plus riche au monde. En réserve de matières naturelles stratégiques. C'est le pays le plus riche au monde. Et que cet ouvrage-là reflète la connaissance que les Américains ont du Congo. La CIA nous dit, à travers cette révélation, que les Occidentaux savent très bien que l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Parce que c'est un compte rendu des archives de la CIA. Hein. Bon. Entouré par 9 pays,
Le Congo est prêt à devenir un champ de bataille de la guerre froide entre États-Unis et Union soviétique. Les Américains exploitent déjà à l'époque des gisements de cobalt. 75% de l'approvisionnement des Américains en cobalt venait déjà à l'époque du Congo. De zinc, de manganèse, fer et bauxite, tous très utiles à leur industrie aéronautique. Alors que le Congo n'a pas d'industrie aéronautique, le sous-sol congolais a permis aux États-Unis de développer leur industrie aéronautique. Merci, merci le Congo. Ok. De leur côté, les Belges restent très présents après l'indépendance à travers de nombreuses entreprises. Ils ont veillé à ne pas préparer la décolonisation, à ne pas former d'élites locales susceptibles de prendre le relais, afin de s'assurer qu'ils conserveront en réalité les rênes du pays. Dès le 2 juillet, éclatent des rixes entre tribus. Dans les jours qui suivent, une partie de l'armée se rebelle contre ses officiers belges. Inquiet, Bruxelles demande au Premier ministre Lumumba de l'autoriser à intervenir militairement pour protéger ses ressortissants et ses intérêts économiques. En réponse, Lumumba limoge le commandant en chef de l'armée, Émile Janssens. Le 8 juillet, c'est la panique dans la capitale Léopoldville. Les ambassades françaises et britanniques commencent à évacuer leur personnel. La Belgique passe outre l'opposition de Lumumba et envoie ses troupes le 10. Le 11 juillet, la riche province du Katanga déclare son indépendance sous la férule de Moïse Tshombe, à l'initiative des Belges. Les Nations Unies demandent à la Belgique de se retirer. Lumumba se rend à Washington pour demander assistance aux États-Unis, mais il est assez mal reçu, notamment lorsqu'il laisse entendre qu'il pourrait faire appel aux Russes si on ne lui donne pas satisfaction. Pour Allen Dulles, le patron de la CIA, Lumumba a été acheté par les communistes. Eisenhower réclame une action vigoureuse contre lui. Le 26 août, Dulles donne l'ordre à son équipe de Léopoldville de débarrasser le Congo de son Premier ministre. Un plan d'empoisonnement est mis sur pied. Le docteur Sidney Gottlieb, le maître chimiste de l'agence, que l'on retrouvera au cœur du projet MK Ultra, au chapitre suivant, est envoyé au Congo pour livrer un virus caractéristique d'Afrique centrale, destiné à Lumumba. Vous avez compris? Depuis quand on utilise des virus pour combattre les Congolais? Je recommence la question. Est-ce que vous avez compris, vous, Congolaises, Congolais et vous, Africains, est-ce que vous avez compris que depuis très longtemps, on utilise des virus pour nous combattre? Voici un document de la CIA déclassifié qui dit qu'on a dépêché quelqu'un avec des virus pour abattre des Africains au Congo. Page 76, hein? Page 76. Et je vois encore des Congolais qui sont assis là. Oh, il y a une mystérieuse maladie qui a apparu chez nous. Quel mystère? Quel mystère? J'ai publié en décembre 2022 un livre avec 3 études, parmi lesquelles une étude intitulée « L'Afrique face à la menace des armes biologiques occidentales ». C'est une étude salvatrice pour le continent africain, pour avertir d'abord les sociétés civiles, avertir les gouvernements, avertir les intellectuels, les leaders, les activistes, de considérer le terrain biologique comme un terrain extrêmement délicat et important, comme un terrain de guerre. Et l'un des terrains de guerre qui a été choisi par l'impérialisme, le néocolonialisme occidentaux contre l'Afrique, la manipulation des particules biologiques, fait bel et bien partie de l'arsenal de guerre de l'impérialisme contre l'Afrique. Voici ce que dit le rapport de la CIA. On a envoyé quelqu'un avec des virus au Congo pour attaquer le gouvernement de Lumumba. Empoisonner Lumumba en le rendant malade d'une maladie virale. Au Sengi-Bouam, l'énorme longueur. À la Maoué, tous ceux qui sont là, ils dorment. N'importe qui se lève, il vient en Afrique vacciner les Africains. Ils donnent les épaules. Ils donnent les fesses, ils donnent les cuisses, ils donnent le dos. N'importe qui déclare son amour pour les Africains, débarque dans nos capitales avec des doses suspectes qu'ils inoculent aux Africains avec la bénédiction de leur ministre de la Santé, qui n'ont mené aucune expertise sur ce qu'ils acceptent de laisser administrer aux populations. Continuez un jour. Ça se saura, toutes les lâchetés qui ont été commises par nos administrations face à la guerre biologique qui est imposée à notre continent. Tous ceux qui sont responsables de ce laxisme
Ils payeront ce qu'ils ont fait aux peuples africains. À commencer par les Africains eux-mêmes. Parce que tout commence toujours par la vénalité de nos propres dirigeants qui sont prêts à accepter qu'on inocule dans le corps de leur population des substances qui n'ont pas fait l'objet d'une expérimentation, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification, qui n'ont pas fait l'objet d'une comparaison. Tout commence par la lâcheté de l'Africain envers ses devoirs d'Africain. De soi-disant ONG, de soi-disant fondations caritatives, bienfaisantes, en ont profité pour stériliser des générations et des générations. Inoculer des maladies. Engager des modifications génétiques. Tout cela, les Africains le savent maintenant. Mais la plupart des Africains ne se comportent pas encore en conséquence. J'ai écrit ça en 2022. Et je vois encore des officiels au Congo. Et il y a une maladie mystérieuse. Il y a une maladie mystérieuse qui est apparue. Et comme de juste, la maladie mystérieuse apparaît dans les zones où on doit combattre la rébellion. On doit combattre les terroristes. La maladie mystérieuse apparaît là. Littéralement pour couper les troupes nationales congolaises en deux. Le virus apparaît à l'endroit où l'armée congolaise se retrouve coupée en deux. Et le soldat qui sort, en sachant qu'il peut attraper le virus, est-ce qu'il peut encore combattre en paix? Une fois que le virus est dans l'air, est-ce que le virus ne va pas démobiliser le soldat? Le soldat est un être humain, certes, il sort prêt à mourir pour son peuple. Mais de savoir que circule un virus mystérieux, n'est-ce pas un facteur de démobilisation des troupes? Congolaises, Congolais, vous me regardez. Vous aussi, vous écrivez dans vos journaux officiels. Un virus mystérieux est apparu. Gaston Bachelard disait, il y a deux erreurs en science. Il y a deux erreurs en science. La première erreur, disait Gaston Bachelard, le grand épistémologue français, c'est de croire au mystère. Et la deuxième erreur, non, la première erreur, c'est d'évoquer le mystère, d'invoquer le mystère. Et la deuxième erreur, c'est de croire qu'on a trouvé. En science, il n'y a pas de mystère. Le mystère, c'est simplement l'état de limitation de nos connaissances actuelles. Mais il n'y a pas de mystère. Les mêmes causes doivent produire strictement les mêmes effets. La loi de causalité, elle est stricte dans les phénomènes scientifiques. De deux. On ne peut pas croire qu'on a trouvé parce qu'on peut toujours apprendre plus. On peut découvrir des causes cachées. Mais se contenter d'une explication du genre, un virus mystérieux nous attaque. Alors que on vous dit que les offices de renseignement généraux impérialistes envoyaient déjà des virus au Congo pour combattre les Congolais. Ouais, Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Si vous avez un peu de courage de temps en temps, s'il vous plaît, sortez de la présidence, allez rester à la maison, cultivez-vous. Lisez ce qu'on a fait à tous vos prédécesseurs. Lisez les stratégies qui ont été employées contre le Congo. Quand vous voyez apparaître un nouveau virus, sachez qu'il s'agit d'une phase et d'une forme de l'agression multiple que ce pays subit et que l'Afrique subit. Arrêtez de vous cacher derrière vos petits doigts et de mentir au peuple africain. Un virus mystérieux a apparu. J'ai étudié dans cette étude de 2022 le travail du terrible laboratoire de Wouter Basson, le docteur Wouter Basson en Afrique du Sud, qui a avoué dans un procès retentissant qu'il fabriquait des cultures de bacilles, fabriquait des cultures de bactéries et de virus pour les inoculer à la population noire afin de la réduire et de combattre son expansion démographique naturelle. Le docteur Wouter Basson. Si vous tapez ce nom sur Internet, vous allez voir l'œuvre de ce criminel. Et son laboratoire travaillait en bonne intelligence avec les grands laboratoires biologiques de l'OTAN, sous le régime de l'apartheid. Et ils ont utilisé les bactéries et les virus qu'ils ont synthétisés dans ces laboratoires sud-africains. Ils les ont utilisés au Zimbabwe pour combattre les Zimbabwéens qui luttaient pour leur indépendance. Ils les ont utilisés en Zambie. Ils les ont utilisés au Congo. Ils les ont utilisés en Namibie. Ils les ont utilisés en Angola. L'Afrique a connu des épisodes massifs de guerre biologique.
Et donc, moi, quand je lis un document de la CIA qui dit, je lis, le docteur Sidney Gottlieb, le maître chimiste de l'agence de la CIA, est envoyé au Congo pour livrer un virus caractéristique d'Afrique centrale, destiné à Lumumba. Le poison ne sera pas utilisé en raison des réticences de l'équipe sur place. Vous savez pourquoi l'équipe sur place a eu peur d'utiliser ce poison? Mais parce qu'eux-mêmes, ils risquaient d'attraper ça. Quand on te donne un virus, d'aller mettre ça sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe si ça rentre dans ton corps, toi-même? Donc même les espions, sur place, les espions de la CIA sur place en République démocratique du Congo, avaient peur d'utiliser cette méthode parce qu'ils risquaient de s'infecter eux-mêmes. Comme le disait si bien le président Laurent Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. La suite. Le chef de poste, Laurence Desline, atterré par l'ordre d'assassinat, alors que d'autres moyens moins radicaux sont disponibles, tergiverse, puis ira tout bonnement enterrer la fiole de poison au bord du fleuve Congo. Un autre officier reçoit l'ordre en octobre de partir tuer Lumumba. Il s'appelle Justin O'Donnell, appelé Michael Mulroney, dans le rapport Church. Il refuse à son tour et fait remarquer qu'un tel crime organisé depuis Washington constituerait un crime fédéral. Ah, ça c'est un homme courageux. Qui a dit, moi je suis un agent de la CIA, mon rôle c'est pas de tuer les dirigeants des pays. Moi on m'a pas recruté en me disant que je devais faire ça. Donc si c'est ça, je démissionne. On l'a laissé. On continue. Allen Dulles a déjà trouvé un remplaçant pour Lumumba, un des dirigeants de l'armée. Il s'appelle Joseph Mobutu. Et Allen Dulles, le dirigeant de la CIA, le présente comme le seul homme au Congo capable de faire preuve de fermeté. Fin de citation. L'homme est un ancien journaliste parlant bien le français. Détail précieux pour la CIA où personne ne parle le dialecte local. Et devenu colonel sous Lumumba. Dès octobre, la CIA lui transfère à Mobutu 250 000 $ et des chargements d'armes. Ça, c'est ce que les rapports de la CIA ont révélé. Ils ont transféré 250 000 $ et des armes à Mobutu pour tuer Lumumba. 250 000 $ dans le pays le plus riche au monde. Vous tuez un leader d'une importance, d'une préciosité, d'une rareté comme Lumumba pour 250 000 $. Dans un pays qui est riche en centaines de milliers de dollars potentiels. Vous tuez un homme utile au peuple pour 250 000 $. Vous comprenez la malédiction de Mobutu? Vous comprenez pourquoi Mobutu est maudit? Et tous ceux qui se revendiquent de lui récupèrent sa malédiction pour très longtemps. Mobutu est maudit et le mobutisme est maudit. Je le dis à ceux qui sortent encore maintenant, ils pensent que les Congolais ont oublié, l'Afrique a oublié Mobutu. Mobutu est maudit. Et toute personne qui se revendique de lui récupère sa malédiction. Voici la CIA qui vient de déclassifier ses propres archives et reconnaît qu'elle lui a donné 250 000 $ pour tuer son frère. Son nom est sorti. Il est mort, enterré au Maroc, Mobutu. La CIA l'a trahi. La suite. En novembre, Lumumba perd le pouvoir suite à une lutte politique avec le président congolais Kasavubu et Mobutu. Il se place sous la protection des troupes des Nations Unies, mais est capturé par les troupes de Mobutu le 2 décembre. Emprisonné et exécuté le 17 janvier. Sa dépouille est dissoute dans un bain d'acide. Techniquement, la CIA n'est donc pour rien dans sa disparition. Mais elle a transmis à Mobutu les informations permettant sa capture. Quelques jours plus tard, John Fitzgerald Kennedy devient le 53e président des États-Unis. Le long règne de Mobutu Sese Seko peut commencer, après une dernière lutte de pouvoir et une longue unification du pays. Rebaptisé Zaïre en 1971, celui-ci devient une des bases pérennes de la CIA en Afrique. Mobutu s'impose comme un des dictateurs les plus corrompus et les plus sanguinaires du continent, détournant des milliards de dollars de recettes minières et massacrant ses opposants. Dans une interview télévisée de 1962, Allen Dulles reconnaît que la CIA a surestimé l'implication des Russes au Congo. Donc ils ont menti sur Lumumba. Le règne de Mobutu n'a pris fin qu'en 1997 sous l'effet d'une guerre imprévue, conséquence du drame rwandais. Passé sous la coupe de Laurent Désiré Kabila, le Zaïre, devenu République démocratique du Congo, est de nouveau devenu la proie de ses voisins et de seigneurs de guerre se déchirant pour ses ressources naturelles. En 2002, le gouvernement belge a publié les résultats d'une enquête parlementaire établissant les responsabilités belges dans la déstabilisation et la mort de Lumumba et présenté des excuses officielles.
rien de tel n'est venu des États-Unis. Fin de la lecture du résumé d'enquête. Référence Arthur Conan Doyle dans son livre Le crime du Congo belge, réédité chez Les Nuits Rouges en 2006. Larry Devlin dans son livre Chief of Station Congo, Fighting the Cold War in a Hot Zone, Public Affairs, 2007. Autre référence, Adam Hochschild, Les fantômes du roi Léopold, la terreur coloniale dans l'État du Congo, 1884-1908, réédité chez Talandier, collection texto 2007. Enfin, Jean-François Hugo, La République démocratique du Congo, une guerre inconnue, ce Michalon en 2006. Fin de citation. Voilà, je vous ai lu 4 extraits de ce livre. Et je crois que nous sommes, grâce à ces extraits, pleinement outillés pour comprendre la déstabilisation de la République de Syrie, la République arabe de Syrie, et la déstabilisation que connaît l'Afrique. Nous avons reconnu, que ce soit en Iran, en 1953, au Guatemala, entre 1950 et 1954, que ce soit, au Congo, à la fin, entre 1950 et le début des années 60, nous avons reconnu la structure incontestable de déstabilisation conçue par l'OTAN. Instrumentalisation de groupes terroristes ou mercenaires, premier point. Deuxième point, corruption massive de l'appareil d'État et de l'appareil militaire. Troisième élément, harcèlement médiatique avec des accusations fantasmagoriques contre les régimes. Cinquième élément, bien sûr, harcèlement et isolement diplomatique avant une attaque militaire massive pour parachever le régime. L'objectif est systématique. Il y a des richesses et l'impérialisme veut absolument mettre la main sur elles. Il monte ses opérations systématiquement pour piller le monde et s'assurer, pour ainsi dire, une suprématie ad vitam aeternam sous le monde. Voilà ce qu'on apprend quand on lit les livres utiles. C'est-à-dire des livres bâtis sur des preuves incontestables. Tout ce que je vous ai dit, et cela fait bientôt 1h49, est tiré des documents déclassifiés par la CIA. Je n'ai pas accusé la CIA d'avoir fait autre chose que ce que la CIA elle-même a reconnu. Et je dis que devant le soutien médiatique et diplomatique et politique des grandes puissances occidentales aux terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas, on peut déjà faire l'hypothèse que c'est la méthode classique utilisée par la CIA en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Iran, au Congo. C'est cette méthode utilisée en Libye, c'est elle qui s'est poursuivie tranquillement en Syrie. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait une autre justification à ce soutien incongru des grands médias, des grandes puissances occidentales aux terroristes qui ont pris le pouvoir maintenant, précisément à Damas. Nous, Africains de ce monde, qui avons la possibilité d'accéder à l'information, à la comparaison d'informations, reconnaissons dans cette déstabilisation en Amérique latine, dans l'Orient, au Moyen-Orient, en Europe, nous reconnaissons la structure de la déstabilisation africaine, multidécennaire et multiséculaire. Et nous disons par conséquent que les Africains doivent renforcer, premièrement, l'outil de défense. Renforcer la cohésion entre l'armée et le peuple. L'amour puissant qui lie les armées africaines aux peuples africains dans les pays de révolution panafricaniste, cet amour doit être préservé. Nos militaires, nos forces de défense et de sécurité en Afrique doivent aimer tendrement leur peuple. Jamais retourner délibérément les armes d'un pays contre son peuple. C'est la première règle qu'il faut tirer. Tous ceux qui gouvernent les Africains, en utilisant les armes de l'État contre le peuple, condamnent les États qu'ils dirigent à être aisés à détruire. Parce que quand il n'y a pas ce lien intime entre l'armée et le peuple, il est facile de corrompre l'armée, il est facile de démoraliser le peuple. Deuxième leçon. Il faut élever le niveau de vie de nos populations. Il faut améliorer le niveau de vie de nos ouvriers, des femmes, des paysans, des jeunes, des fonctionnaires, pour les mettre à l'abri des facilités de la corruption. C'est un impératif
pour que les gens ne soient pas aisés à corrompre, il ne faut pas les laisser à la merci de la pauvreté. Donc, nos dirigeants, tous ceux qui dirigent les pays africains, doivent avoir un souci permanent d'améliorer les conditions de vie de leur population. Si les populations ont de bonnes conditions de vie, elles sont moins faciles à corrompre. Troisième élément important dans cette lutte contre la déstabilisation. Nous devons construire des alliances qui nous protègent précisément contre les pressions diplomatiques et contre le chantage médiatique. Les grandes alliances sont nécessaires. Alliance africaine, alliance du monde multipolaire sont les axes dans lesquels nous pouvons efficacement nous défendre. Quatrième point essentiel de cette résistance contre l'impérialisme, il est important de savoir que tant que l'Afrique sera riche, l'Afrique sera convoitée par le terrorisme impérialiste, l'Afrique sera convoitée par le néocolonialisme, l'Afrique sera convoitée par des multinationales cupides. C'est pour cela que j'ai dit, je répète, on ne peut pas faire disparaître complètement le terrorisme sur la terre. On peut faire disparaître des groupes terroristes, mais on ne peut pas faire disparaître le terrorisme. Car terroriser les autres pour s'emparer de leur richesse est un réflexe ancré dans l'âme humaine. Depuis plusieurs millions d'années, et même plusieurs centaines de milliers, plusieurs décennies, sur cette terre, nous devrons toujours veiller au grain. Car, eh bien, l'homme, sans cesse, est un loup pour l'homme. Homo homini lupus. Sur cette terre des hommes. Toujours inclure la dimension de la méchanceté structurelle des relations internationales dans toutes les constructions de nos équations nationales, nos équations continentales et panafricaines. Voilà, mes chers amis, jusqu'où je voulais vous amener à prendre plaisir à lire. Le livre du jour s'intitule « Le livre noir de la CIA, 75 ans de secrets inavouables ». Ce livre est un joyau. Pourquoi? Parce qu'il n'est fait que de preuves. Tout ce qui est dit dans ce livre est tiré des documents déclassifiés par les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Rien n'y est dit qui n'ait déjà été approuvé par les autorités américaines elles-mêmes. En vertu du principe de déclassification, les faits qui y sont rapportés sont donc incontestables. D'autant plus qu'ils sont avoués par leurs auteurs. Voilà l'intérêt du livre que je tenais à vous faire lire aujourd'hui. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.